Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkoff avec Charles Onana, spécialiste des conflits armés et des questions géopolitiques. Il vient pour nous présenter son livre « Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale ». Bonjour Charles Onana. Oui, bonjour. Charles Onana, je voudrais d'abord dire, effectivement, vous commencez, vous parlez de cela. Votre livre s'appelle « Holocauste au Congo ». Et holocauste, effectivement, est un mot totalement approprié, hélas, dans ce qui se passe là. Je rappelle une guerre à bas bruit, en tout cas à bas bruit pour les Européens, se déroule depuis 30 ans en République démocratique du Congo, le Congo-Kinshasa, ex-Zaïre. 10 millions de morts, au moins 500 000 femmes violées, des enfants martyrisés et torturés au nom, et vous le dites, au nom de la transition énergétique. Et oui, parce que qu'est-ce qu'il y a quand on prend nos portables, nos ordinateurs, etc. Eh bien, il y a le coltan, il y a le cobalt, et on sait, on en reparlera, par quels moyens et dans quelles conditions c'est extrait au Congo, justement. Et puis, il y a cet état de guerre. Alors, effectivement, on a beaucoup parlé, et à raison, du génocide au Rwanda il y a 30 ans. Mais un génocide peut en cacher un autre, hélas. Et l'un ne justifie pas l'autre, bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait que depuis 1994, donc 30 ans pratiquement, justement, vous êtes politologue, vous êtes spécialiste, vous connaissez l'Afrique des Grands Lacs, et vous avez écrit plusieurs livres d'ailleurs sur le sujet déjà, Charles Onana. Et au fond, aujourd'hui, c'est une guerre pour, allez, disons-le, c'est une guerre pour le minerai, pour l'or, pour les diamants, c'est ça, pour le cobalt, pour le coltan. Bien sûr, vous savez qu'il y a un expert, un ingénieur belge qui avait dit que le Congo était un scandale géologique. C'est-à-dire que on retrouve presque tous les minerais les plus importants sur le plan stratégique et sur le plan du luxe, c'est-à-dire l'or, le diamant, on retrouve tout ça au Congo. Et en abondance. En abondance. C'est les plus grosses réserves mondiales, que ce soit pour le cobalt ou le coltan, c'est en République démocratique du Congo. Et je me souviens que l'ancien secrétaire d'État américain aux affaires africaines, M. Herman Cohen, disait que tout ce qui se passe, toutes ces guerres qu'on voit en République démocratique du Congo, ce n'est rien d'autre que pour des raisons économiques et pour des raisons financières. Des gens gagnent des milliards de dollars par mois en extrayant les minerais du Congo. Donc c'est évident que tout le monde a intérêt à ce qu'on garde le silence sur ce que vivent les Congolais sur leur territoire, et tout le monde a intérêt à ce qu'on ne sache rien de ce qui s'y passe, puisque vous aurez remarqué que dans l'ensemble des télévisions occidentales, il n'y a pas une image sur la guerre du Congo. On vous dit qu'il y a la guerre au Congo, mais vous ne voyez pas d'image. C'est une guerre sans image. Vous voulez dire, Charles Onana, alors c'est intéressant, il n'y a pas eu, par exemple, à votre connaissance, dans les télévisions occidentales, qu'elles soient européennes, françaises ou autres, une émission complète, par exemple, sur la guerre du Congo, sur le génocide du Congo? Non, on fait la guerre, on fait des émissions sur le Congo de temps en temps, mais pour parler de groupes armés. C'est-à-dire des choses qu'on ne connaît pas, on ne sait pas très bien qui fait quoi, etc. Alors qu'en fait, les rapports des Nations Unies depuis 2001 sur le pillage des richesses sont très bien documentés, identifient clairement... Depuis plus de 20 ans. Oui, depuis plus de 20 ans. Les rapports des Nations Unies. Le premier rapport des Nations Unies est sorti en 2001. Et dans ce rapport, puisque j'ai travaillé à l'époque avec Cynthia McKinney, qui était l'envoyée spéciale du président Bill Clinton dans la région, qui détenait des documents très importants sur ce qui se passait en République démocratique du Congo, et elle avait fourni aux Nations Unies des documents des virements, de tout ce qui se passait à travers les multinationales et les groupes qui soutenaient le président Paul Kagame dans cette histoire-là, eh bien, sa maison a été cambriolée à Atlanta parce qu'on croyait qu'elle avait des tas de documents compromettant certaines des personnes impliquées. Donc,
si vous comprenez qu'on est dans une configuration où vous avez, depuis plus de 20 ans, vous avez non seulement des multinationales très importantes qui opèrent là-bas, mais vous avez toute la mafia internationale des minerais qui agit maintenant en République démocratique du Congo. Et qui est toujours là, plus active que jamais. Plus etc. active que jamais, avec des soutiens politiques multiples et multiformes. Et donc, ce qui fait que personne n'a intérêt à ce qu'on ouvre cette boîte de Pandore qui risque de révéler des choses qui sont totalement incroyables. Vous voulez dire qu'au fond, on peut dire aujourd'hui que la majorité des grosses mafias ou des grosses entreprises internationales qui s'intéressent à ça sont là, sont actives, etc. Alors, revenons à ça, parce que, effectivement, vous parlez de ce qui s'est passé au Rwanda. Vous ne le niez pas, Léon. Il y a eu quand même un sacré massacre au Rwanda. Il y a eu un génocide au Rwanda. Il y a eu un génocide, absolument. C'est évident. Absolument. Et alors, c'est quoi? C'est une partie des génocidés seraient devenus des génocideurs? Je vous pose la question brutalement. Mais votre question est d'autant plus précise que ça fait partie des raisons pour lesquelles on ne veut pas parler de ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda? Il s'est passé au Rwanda qu'il y avait un affrontement armé entre les rebelles Tutsis qui venaient d'Ouganda et le gouvernement Hutu qui était au pouvoir. Et les rebelles Tutsis qui venaient d'Ouganda ont renversé le gouvernement Hutu qui était au pouvoir. Et c'est pendant cette période-là qu'il y a eu effectivement un génocide contre les Tutsis. Les Tutsis. Et les Tutsis. Et la majorité du Rwanda étant Hutu. La majorité du Rwanda étant Hutu. Le problème, c'est que Paul Kagame, qui était en quelque sorte le chef de la milice Tutsi qui a pris le pouvoir, ils sont devenus aujourd'hui ceux qui ont envahi le Congo en 1997 en renversant le président Mobutu. C'est-à-dire qu'il y a eu l'attentat du 6 avril qui a fait la mort de 2 chefs d'État africains, le président du Burundi et le président du Rwanda. Okay. Et 2 ans après, eh bien, Paul Kagame, donc, qui se revendiquait être le porte-parole en quelque sorte des Hutus qui avaient été victimes d'un génocide, des Tutsis qui étaient victimes du génocide, il a traversé la frontière pour aller organiser des massacres et des bombardements des camps de réfugiés au Congo. Alors qu'en réalité, les Congolais ont toujours accueilli et les Tutsis en 1959, quand il y a eu la chute de la monarchie Tutsi et que les Tutsis ont quitté le pouvoir, les Congolais les ont accueillis. Et en 1994, lorsque les Hutus ont pris fuite, ont quitté le pouvoir également, les Congolais les ont accueillis. Donc, quel est l'intérêt pour lequel M. Kagame et ses troupes sont allés massacrer des Congolais? C'est dans le sous-sol. C'est dans le sous-sol parce que, si vous voulez, à la frontière, à l'est du Congo, la frontière donc du Congo, de la République démocratique du Congo, qui sépare le Rwanda de la RDC, c'est sur toute cette bordure-là, c'est sur toute cette frontière-là que vous avez tous les minerais, le coltan, le Kivu, c'est ça? Oui, au Kivu. Ouais, vous avez le coltan, cassitérite, diamant, vous avez tout ce dont on a commencé à parler dès le début de l'émission. Donc, tous ces minerais, eh bien, sont aujourd'hui attirent à la fois les multinationales, Paul Kagame lui-même, parce que lui, il a considéré dès le début, et c'est pour cela que les gens ne veulent pas le dire, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit d'abord qu'il voulait instaurer la démocratie au Rwanda. Il est au pouvoir depuis 30 ans. Et il n'y a pas de démocratie au Rwanda et personne ne se plaint. Bon, il a modifié la constitution pour se représenter jusqu'en 2035. Mais ceux qui soutenaient Paul Kagame quand il est arrivé au pouvoir en 1994 ne nous disent plus qu'il est un démocrate. Et, en tout cas, ne parlent plus de démocratie au Rwanda. Bon, la deuxième chose, c'est que l'un des objectifs, qui était celui qui était énoncé par ceux qui soutenaient Kagame, notamment M. Ron Brown, qui était le secrétaire d'État chargé de l'économie, était allé prononcer à Dakar un discours mais très offensif pour dire que les anciennes puissances coloniales européennes ne peuvent plus bénéficier seules des ressources africaines, donc il va falloir maintenant que les États-Unis prennent leur place. Et prendre leur place, ça signifiait évincer la France de ce périmètre, alors qu'en fait, la France, traditionnellement, n'est pas un pays qui a colonisé. En fait, il y avait le gâteau, et il y avait beaucoup de gens, il fallait que beaucoup de gens arrivent pour prendre leur part du gâteau. Leur part du gâteau, quitte à ce que, eh bien, on coupe le gâteau en 2 ou en 3, mais en tout cas, surtout qu'il n'y ait pas de gâteau pour les Congolais. C'est ça, pas de gâteau pour les Congolais qui sont propriétaires de cette terre. Absolument. On va en parler tout de suite, Charles Onana, on va
continuons à parler, c'est passionnant. Il faut que tout le monde sache ce qui se passe là-bas, en tout cas, après cette petite pause. Et restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite. Et vous avez la parole sur Sud Radio pour interpeller Charles Onana sur son livre Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale au 0826 300 300. On attend vos appels. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et là, c'est Le Monde qui parle aux Français. C'est Le Monde qui parle aux Français, un livre à lire absolument, de Charles Onana, Holocauste au Congo, au paru aux éditions de l'Artilleur, avec une préface de Charles Millon, qui a été ministre de la Défense de Chirac, il faut le rappeler, entre 93 et 95 et 97, pardon, c'est ça. Et évidemment, et qui a fait une très belle préface d'ailleurs, Charles Millon. Mais je voudrais revenir, et parce qu'il faut vraiment expliquer justement à nos amis, à nos auditeurs, à nos auditrices, au fond, pourquoi le coltan, pourquoi le cobalt, pourquoi c'est tellement, et vous avez dit à quel point le Congo est presque le lieu géométrique, en tout cas un des lieux géométriques, il y a la Chine, il y a tout ça, mais il y a... Pourquoi ? Parce que c'est essentiel pour nous, parce qu'on ne peut rien faire sans le coltan et le cobalt, par exemple. Bien entendu. Tous nos téléphones portables, le coltan est dedans. Nos ordinateurs portables, le coltan est dedans. Les jeux vidéo, les produits qui servent à fabriquer, un des produits qui sert à fabriquer les consoles de jeux vidéo, il y a le coltan. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui se chiffre en millions de dollars. Donc c'est évident. Milliards même. Oui, $1 milliard. Les grosses multinationales du monde tout le monde a essayé de donner rendez-vous au Congo pour récupérer sa part de gâteau. Pour reprendre votre terme tout à l'heure. Donc c'est pour dire que l'enjeu est très important et le cobalt c'est la même chose. Tout ce qui relève de l'aéronautique militaire et de tout ce qui relève également de questions de stratégie de défense, le cobalt est utilisé, et vous retrouvez également la fabrication des voitures électriques. On nous dit aujourd'hui maintenant qu'il y a eu le texte qui est passé au sein de l'Union européenne demandant qu'on fabrique davantage de voitures électriques. Alors, pour soi-disant les voitures thermiques. Absolument. Pour les voitures électriques partout. Oui. Voilà, parce que c'est l'énergie propre. Qu'ils viennent, ceux qui parlent d'énergie propre, qu'ils aillent d'abord au Congo pour voir dans quel contexte, dans quelles circonstances les enfants congolais prennent le cobalt dans les mines, et ils vont nous dire à quel niveau de propreté on se situe. Pour dire encore les choses de façon plus précise, c'est que le cobalt est devenu dans la fabrication des batteries électriques un produit très important. Et donc la Chine, par exemple, est aujourd'hui le pays qui est spécialiste du raffinage du cobalt. Raffinage du cobalt. Oui, absolument. Et donc une grande partie des entreprises occidentales dépendent de la Chine pour cela. Mais ce qui est aussi... ce sont eux qui fabriquent les batteries électriques, les Chinois. Bien entendu. Et puis, on va constater également que dans ce dispositif-là, le Congo est aujourd'hui, je dirais, le premier producteur de cobalt. Et donc, avec des réserves de près de 70%. C'est-à-dire que les experts... Les réserves mondiales. Oui, absolument. 70% au Congo. Absolument. Et les experts considèrent que le cobalt la demande de cobalt est tellement importante que elle a triplé entre 2011 et 2023, elle a triplé, et on pense que jusqu'en 2035, eh bien, la demande sera de plus en plus forte. Donc, ce qui veut dire que tous ceux qui investissent aujourd'hui dans l'industrie d'extraction minière au Congo sur le cobalt, vont gagner des milliards et des milliards pendant de très nombreuses années. Donc, voilà le cœur du sujet. L'enjeu principal, il est là. Alors, la question, elle est mondiale, elle est fondamentale, et vous avez raison d'en parler. On ne parle même pas des éoliennes quand il n'y a pas de vent, etc. Ça joue aussi, enfin tout. Que peut faire et que fait, franchement, le gouvernement congolais? Tshisekedi, je parle du Congo, évidemment, de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il s'est exprimé? Est-ce qu'il s'exprime? Est-ce que
c'est quoi? Parce qu'après tout, ça appartient aux Congolais, tout ça. Bien entendu, il a dénoncé à la tribune des Nations Unies le rôle du Rwanda dans cette action nocive et pernicieuse que les armées, l'armée rwandaise en particulier et l'armée ougandaise sont en train de mener sur le territoire congolais. Eh bien, il ne s'est pas passé grand-chose au sein du Conseil de sécurité. Mais à chaque fois, ce qui est très impressionnant, c'est de constater que très régulièrement, on a demandé aux Congolais de négocier avec les Rwandais. Oui, absolument. Et ils font ça depuis, les Congolais font ça depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu un nombre, je crois, incalculable d'accords de paix, soi-disant, pour mettre un terme à la guerre du Congo. Et le Rwanda n'a jamais respecté un seul accord de paix. Donc, les Congolais sont aujourd'hui exténués et ne comprennent pas pourquoi à chaque fois on leur demande de négocier avec leurs bourreaux. Nous nous souvenons que tous que lorsqu'il y a eu les événements du Rwanda, tout le monde disait qu'on ne négocie pas avec un gouvernement génocidaire. On a même créé un tribunal à cet effet. Absolument. Mais comment peut-on nous dire... Il n'y a pas de tribunal pour le Congo. Mais là, il n'y a absolument aucun projet pour faire un tribunal international, pénal international pour le Congo. Je parle d'ailleurs dans le livre de confidences d'un certain nombre de personnalités que j'ai rencontrées qui m'ont dit qu'il était impossible de créer un tribunal pénal international. D'ailleurs... Pourquoi il vous dit que c'est impossible? Alors, une des anecdotes qui m'a été racontée par un avocat qui avait rassemblé des marraines. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, il y avait eu une tribune dans Le Monde où il y avait eu le président Chirac, Madame Trier-Veller et beaucoup de personnalités qui avaient signé une pétition sur la situation du Congo. Et donc, sur le viol des femmes du Congo. Et donc, il était question de faire justement... On viole et on massacre dans le silence. Oui, exactement. Et donc, dans cette tribune-là, effectivement, il s'agissait d'attirer un peu l'attention de la communauté internationale. Et les personnalités qui ont signé cette tribune n'étaient pas des petites personnalités. Donc, l'anecdote qui m'a été racontée par un des avocats qui a donc créé une association avec des marraines et des juristes françaises de très haut niveau, ils ont rencontré M. François Hollande, le président François Hollande, quand il était encore à l'Élysée. Et qu'est-ce qui lui a été demandé? C'est la possibilité d'apporter un appui, puisque la France allait prendre la présidence du Conseil de sécurité pendant cette période-là. Et donc, il était question de voir comment est-ce que, sous la présidence française, la France peut aider à faire une résolution, à soutenir une résolution qui pouvait contribuer à créer un tribunal pénal international. Et qu'est-ce que M. Hollande a dit très honnêtement à ses invités, c'est que bien le veto allait être fait par les États-Unis. Et face au veto américain, personne n'avait la solution. Donc, ce qui confirme effectivement que tant que les États-Unis n'ont pas mis un terme à l'attitude du gouvernement rwandais en République démocratique du Congo, puisque ce sont les États-Unis qui ont soutenu Paul Kagame pour prendre le pouvoir au Rwanda et qui le laissent faire en République démocratique du Congo, tant que les États-Unis ne tapent pas du poing sur la table, eh bien, tout le monde, il n'y aura personne qui aura le courage politique d'affronter les Américains sur cette extermination des populations. Charles Onana, pourquoi tant de cruauté, de férocité dans cette guerre? C'est-à-dire que, on comprend très bien les intérêts, ça on a bien compris pourquoi ils font ça pour le sous-sol, le minerai, les minerais, et que ce soit l'or, le diamant, le coltan et cobalt et autres. Mais pourquoi ce génocide? Pourquoi le massacre? Il faut toujours en passer par les massacres? Pourquoi? Ou les viols, ou tout cela? Alors, c'est véritablement une question importante. Pourquoi? Parce que cette question-là, elle ramène à la nature des gens qui arrivent au pouvoir. Et lorsque Kagame est arrivé au pouvoir avec ce bain de sang effroyable et ces génocides au Rwanda, eh bien, les gens l'ont encensé, le monde entier l'a encensé, alors qu'en fait, M. Kagame a été, avec son armée, auteur des crimes atroces. Moi, j'ai rencontré le procureur Carla Del Ponte dans son bureau en 2005 à La Haye, qui m'a dit que lorsque elle avait diligenté des enquêtes, son bureau avait diligenté des enquêtes sur le terrain, et ils ont identifié au moins 6 fosses communes qui relevaient de la responsabilité des troupes de Paul Kagame. Et elle est allée au Rwanda rencontrer Paul Kagame qui lui a dit « Vous n'êtes pas venu au tribunal pénal international pour mettre des Tutsis en cause ». Mais
Madame Del Ponte m'a dit, moi, je n'étais pas venu au tribunal pénal international pour faire une justice ethnique. Et le mandat du tribunal disait tous les crimes. Tous les crimes. Donc, peu importe que ce soit des crimes commis par des rebelles Tutsis ou par des Hutus, tous ces crimes devaient être examinés. Non, et là, encore une fois de plus, on a vu les États-Unis intervenir pour empêcher Carla Del Ponte de mettre en cause le Front patriotique rwandais de Paul Kagame. Et Madame Del Ponte a été évincée de son poste de procureur. On va continuer à en parler avec vous, Charles Onana, et justement, je voudrais reprendre la question du pouvoir, parce qu'elle est fondamentale. Comment tout pouvoir absolu, non seulement corrompt absolument, mais peut tuer absolument. Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, c'est le dernier livre de Charles Onana. Vous nous appelez au 0826 300 300, vous souhaitez intervenir, vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Charles Onana, Holocauste au Congo, l'omerta, la France complice avec un point d'interrogation et effectivement justifié aux éditions de l'Artilleur. Charles Onana, on se posait la question juste avant la pause. Mais pourquoi, effectivement, cette cruauté? Pourquoi un génocide? Pourquoi à chaque fois, on peut conquérir, je ne dis pas conquérir de façon humaniste, ne faisons pas de mauvaises plaisanteries, mais quand même sans violer les femmes, effacer les populations, etc. Oui, parce que, en fait, et c'est pour ça qu'il y a l'omerta, c'est que ceux qui ont soutenu Paul Kagame pour l'amener au pouvoir au Rwanda savaient très bien qu'il allait conquérir le Congo. Ils le savaient. Il le savait très bien, puisque l'opération Support Hope, qui est une opération secrète que je décris dans le livre, avec les rapports de cette opération, montre très clairement que leur ambition était de renforcer Paul Kagame afin de préparer son invasion du Congo. Donc, en fait, Paul Kagame est prestataire de service, on te met au pouvoir, on te protège, mais tu vas nous prendre les minerais et compagnie du Congo. Quoi. Mais oui, mais en fait, c'est plus grave que ça. C'est-à-dire que dans les rapports des services de renseignement américains, ils disaient clairement que les crimes qui ont été commis par Paul Kagame au Rwanda en 1994 ne relevaient pas d'une violation du droit international humanitaire. C'est écrit dans un rapport des services de renseignement. Donc, on découvre simplement que le but de Paul Kagame, avec cette violence extrême, à la fois au Rwanda et au Congo, c'était d'abord de faire peur à tout le monde, de montrer que toute personne qui lèverait la tête, que ce soit au Rwanda ou au Congo, sera exterminée. Et il a fait cela. Il a fait assassiner son ministre de l'Intérieur, Seth Sedashonga, en Tanzanie, au Kenya. Des officiers qui ont travaillé avec lui pour prendre le pouvoir ont été assassinés, exterminés. Il sème une terreur terrible. Et puis, pour le Congo, c'est tout simplement de faire partir toutes les populations qui se situent donc dans la région minière où tous ces minerais sont extraits. Eh bien, à partir de ce moment-là, on va faire venir d'autres populations. On les remplace par des Rwandais ou des Ougandais. Ouais. La théorie du grand remplacement est déjà en cours au Congo. Et ça, c'est d'une gravité extrême qu'on ne comprend pas pourquoi en Occident... Vous dites la théorie du grand remplacement est en cours actuellement. Mais elle est en train d'être exécutée. Pourquoi? Bon, je parle toujours avec des preuves. Alors, il se trouve qu'il y a plusieurs années de cela, le professeur Bernard Debré m'avait reçu dans son bureau à l'hôpital Cochin, après avoir été ministre de la Coopération. Il m'a dit que les Tutsis du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda envisageaient de créer un empire Tutsi dans la sous-région. Ils avaient des velléités hégémoniques et que cela allait se réaliser avec pour épicentre la République démocratique du Congo. Ils voulaient créer ce qu'ils appelaient eux-mêmes la République des volcans. Et moi, j'ai écouté le professeur Debré pendant 45 minutes, mais je trouvais ce projet tellement ubuesque que je n'imaginais pas que c'était possible. Parce qu'il s'agissait, en fait, les Tutsis dans la région sont minoritaires, c'est une minorité. Donc, comment ils allaient être en mesure de réaliser cela? Et puis, ça m'a été dit ensuite par l'ancien conseiller spécial du président Mobutu, qui a vécu cela de l'intérieur. Mais plus tard, lorsque j'accède aux archives de l'Élysée, je découvre que le chef d'État
d'état-major particulier du président François Mitterrand, le général Christian Queneau, dit également la même chose. Mais République, enfin, Empire Tutsi. oui, c'est écrit, mais c'est écrit dans. Il a tenu ses propos à 2 reprises depuis en 1994. Là, je vous parle de 1994. Donc, il dit cela. Mais tout le monde se moque un peu de général Queneau en disant qu'il fait une géopolitique de comptoir. Mais lorsque je découvre, en faisant mes recherches très récemment, je tombe sur un rapport qui a été fait par l'ambassade des États-Unis au Rwanda en novembre 1994. Vous en parlez dans votre livre d'ailleurs. Et qui parle exactement du même projet. Et quand on regarde la réalité sur le terrain, on voit que le Rwanda, depuis 1997, ne fait que grignoter le territoire congolais en multipliant des groupes armés. Des plans conçus en 94. En 94. Donc les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui peut justifier la coïncidence entre ce que M. Bernard Debré m'avait dit, ce que le général Queneau a dit, les rapports qui sont faits par les services de renseignement américains, mais surtout l'ambassade des États-Unis à Kigali? Comment cela peut-il coïncider avec la réalité sur le terrain? Et donc ça, je veux bien que les gens continuent de spéculer, mais les Congolais sont plus importants. Récemment, lors d'une déclaration publique au Bénin, Paul Kagame a commencé à revendiquer des terres au Congo. Et ça, personne n'a réagi. Et donc, quand on sait quand même que la question de l'intangibilité des frontières héritées du système colonial est quelque chose qui est aujourd'hui reconnu par l'Union africaine comme quelque chose qu'il ne faut surtout pas toucher. Donc, comment peut-il revendiquer des terres au Congo alors que... Et il a revendiqué publiquement. Mais publiquement, pas de réaction au niveau africain, pas de réaction au niveau européen, pas de réaction au niveau international. Tout à fait hallucinant, c'est vrai. Je crois que nous avons un auditeur, Lucien. Ah oui. Il arrive, l'auditeur arrive, me dit Thibault, c'est Kodjo de Paris. D'accord. Non, il est pas encore... Bon, voilà. Alors justement, je voulais... Ah, voilà. C'est bon, il est là. Oui. Bonjour Kodjo de Paris. Bonjour Qu'est-ce que vous Kodjo. souhaitez nous dire? Bonjour M. Berkoff, bonjour M. Charles Onana. Ma question concerne le Conseil de sécurité à l'ONU. Alors, je m'en vais demander à Charles Onana quelles sont les perspectives de ce groupe africain et à l'ONU et pour la résolution de ce problème au Rwanda et au Congo. N'ont-ils pas une voix assez prépondérante pour intervenir auprès de l'ONU pour pouvoir résolver ce problème ou résoudre ce problème? Bonne question, Kodjo. Alors, le groupe africain a-t-il un poids Aucun poids. Oui. D'ailleurs, le groupe africain avait essayé de réagir en 94 lorsque les résolutions ont été prises sur le Rwanda. Évidemment, avec les pays non alignés, les États-Unis ont mis leur veto et personne et tout le monde s'est écrasé. Donc, ils ne pèsent pas du tout. Et c'est d'autant plus important que beaucoup de pays, justement, du groupe africain, dont les pays francophones, ont toujours regardé la position de la France pour savoir si la France parlait ou pas. Et dès qu'on voit la France s'écraser également devant les États-Unis, eh bien tous ces pays s'écrasent également. En fait, la France aujourd'hui, Charles Onana, s'est alignée sur la position des États-Unis et soutiennent Kagame Complètement. Et ça a commencé avec Nicolas Sarkozy. Lorsque le président Chirac est arrivé après François Mitterrand, il a gardé une distance, je dirais, sécuritaire avec le Rwanda. Il n'était pas du tout emballé par la réconciliation avec le Rwanda, etc. D'autant plus que on soupçonnait effectivement le président Chirac de vouloir poursuivre la politique de Mitterrand. Ça, c'était la vision de Kagame. Bon, donc le président Chirac est resté distant. Mais lorsque Sarkozy est arrivé, eh bien, il s'est aligné complètement sur les positions de Washington, en demandant, en 2010, lors, par exemple, d'une réunion des ambassadeurs, que les Congolais partagent leurs richesses avec le Rwanda. Mais en quelle année, ça, à peu près? En 2010. En 2010. Et donc, c'est qui était une absurdité. On se demande, moi je me suis demandé, mais est-ce que Monsieur Sarkozy, président de la France, accepterait de partager les richesses de la France avec la Grèce ou le Portugal? Avec, oui.
avec l'Albanie ou le Kosovo. Juste un mot. Aujourd'hui, la politique française continue de la même façon ou ça bouge? Alors là, c'est très intéressant parce que là, effectivement, on a vu sous François Hollande également la même position de retrait, de distance qu'avait le président Chirac. Mais le côté corésien, ça. Voilà, et oui, tout à fait, on peut le dire comme ça. Mais avec Monsieur Macron, pas du tout. On a vu le président Macron aller à Kigali, comme le président Nicolas Sarkozy, faire des genuflexions devant un criminel de guerre comme Kagame. Et considérer même, d'ailleurs, aller, disons, s'excuser de l'attitude qui aurait été celle de la France en 1994, mais une attitude qui n'a jamais été décrite très clairement, ni très précisément. Non, mais comme vous dites, il ne faut pas oublier qu'il y a eu un génocide des Hutus contre les Tutsis au Rwanda en 93, mais il ne faut pas oublier le reste. C'est-à-dire, ça ne doit pas exonérer. Non, mais c'est même pire que ça. C'est que les Congolais n'ont jamais été mêlés aux histoires du Rwanda. Ouais. Et donc, on ne peut pas comprendre pourquoi les Congolais sont victimes d'une extermination aussi massive de leur population sur leur sol, et d'un viol de plus d'un demi-million de femmes congolaises sur leur territoire, alors qu'ils ne sont jamais mêlés aux histoires du Rwanda. Ils n'y étaient pas. Lucien, je crois que nous avons... Merci beaucoup, Kojo. Et oui, on enchaîne avec Philippe de Caen. Bonjour, Philippe. Oui, bonjour André, bonjour Monsieur Onana. Bonjour Philippe. J'ai deux points à évoquer avec vous. Premièrement, mobilisation des gouvernements, comme l'a déjà fait la France, sur, entre parenthèses, les biens mal acquis. Ça, c'est un point qu'il faudrait revoir ensemble. Et un autre point... sur les multinationales via, on va dire, des sociétés, utilisant des sociétés, des milices, des groupes paramilitaires, ce que vous voulez, pour continuer leur activité. André, vous savez comme moi, à ce titre d'exemple, la société Lafarge en Syrie était plus que parlant. Alors, ça concerne toutes les multinationales, hein. Et les moyens de corruption sur les élites africaines, congolaises, rwandaises, africaines. Moi, il y a quand même un point majeur, c'est quid des élites africaines qui viennent, pour la plupart des jeunes élites, viennent se former dans des écoles brillantes en Europe et n'ont pas les moyens, les capacités de relever un défi. Tout simplement, je dirais, on va dire législatif, qui ferait des sociétés tout simplement. Tout à fait. Oui, Philippe, je voudrais résumer. Je crois que vous avez posé deux questions très intéressantes, même essentielles. Primo, effectivement, on a parlé des armées, mais quid, est-ce que les multinationales ont aussi leur corps expéditionnel? Je ne peux pas parler leur Wagner, entre guillemets, donc des privés, enfin des corps expéditionnaires privés. Et deuxièmement, effectivement, quid ce que disait Philippe, quid des élites africaines? Je veux dire par là que, voilà, on aimerait aussi les entendre un peu plus. Il y a un certain nombre de gens, mais on aimerait entendre un peu plus de monde, peut-être. Oui, sur le premier point, il a totalement raison. Il y a eu, lorsque Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir, il y avait une entreprise qui était basée au Canada, qui s'appelait American Mineral Field, et donc qui avait commencé à signer des contrats avant même que Laurent Désiré Kabila n'arrive au pouvoir. Et ils ont une force de sécurité, quoi. Apporter un appui militaire, un appui financier, et évidemment, il y a d'autres multinationales qui ont joué le même jeu, c'est-à-dire ils signaient des contrats avant la prise de pouvoir, apporter un soutien militaire ou paramilitaire plutôt à des groupes armés, notamment en soutenant militairement le Rwanda, par exemple, les troupes du Rwanda qui venaient mener cette guerre-là. Donc c'est en quelque sorte comme vous avez utilisé une expression que je reprends à mon compte dès le début de l'émission, était un prestataire de services. C'est-à-dire, moi j'ai toujours considéré le Rwanda de Kagame comme un sous-traitant non reconnu, n'est-ce pas, des multinationales, très bien rémunérés, et donc qui font un service, je dirais de façon discrète. Bon, pour les élites, et pour les élites, c'est évident que c'est un problème essentiel, puisque en fait, il y a deux catégories d'élites en Afrique aujourd'hui. Vous avez des gens extrêmement brillants qui ont fait de très belles études, comme disait monsieur, que ce soit aux États-Unis, à Londres, en France, etc. Bon, ces gens, pour certains,
certains, ils sont prêts à aller servir des régimes comme ceux de Kagame et d'autres sans condition. Mais pour d'autres qui ont un minimum d'éthique, etc., sont combattus, et à la fois par ces multinationales et à la fois par les régimes en place qui considèrent que ces gens sont extrêmement dangereux parce que non seulement ils sont bien formés, sont compétents, mais surtout ils risquent de gêner le jeu de trafic et de ce mercantilisme sauvage qui est instauré un peu partout dans ce genre d'opérations schéma que nous connaissons un peu partout sous toutes les latitudes, mais effectivement c'est un vrai problème, et Philippe a eu raison de le souligner. Lucien, je crois que nous avons un Merci autre auditeur. beaucoup Philippe, oui on va partir rapidement en pub, on se retrouve tout de suite, restez bien avec nous pour le face-à-face d'André Berkoff avec Charles Onana pour son livre Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, et nous irons en Seine-et-Marne avec Timothée qui a beaucoup de questions à nous poser. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio dans le face-à-face d'André Berkoff avec Charles Onana qui vient pour nous parler de son livre Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. Et vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille Timothée de Seine-et-Marne. Bonjour Timothée. Bonjour Timothée. Bonjour, monsieur Berkoff. Bonjour, monsieur Charles Onana. Je suis très content de passer dans l'émission. En fait, je voulais revenir sur la question que monsieur Berkoff avait posée tout à l'heure à monsieur Charles Onana concernant la cruauté que les régimes de Paul Kagame utilisent, que ce soit chez lui ou surtout à l'est du Congo, pour tuer les gens. Parce que pourquoi il ne peut pas extraire les minéraux, piller les minéraux sans cette cruauté? Les femmes éventrées, les femmes violées, les morts tous les jours. Pourquoi cette cruauté? En fait, dans la mesure où on a compris que ce sont les régimes américains qui permettent à Paul Kagame de bénéficier de cela, mais c'est pas suffisant parce qu'en fait, il y a une époque où Barack Obama, il avait quand même tapé les poings sur la table contre les régimes de Paul Kagame, de lui demander d'arrêter, et ça s'est calmé. Ça s'était calmé. Alors pourquoi cette fois-ci on ne peut pas utiliser le même mécanisme pour que les régimes actuels, qui sont toujours les démocrates, pour que les régimes actuels arrêtent? Parce que comme on le sait, ça fait plus de 20 ans que les gens meurent presque tous les jours. Nations Unies a commencé à compter les morts jusqu'à ce qu'ils se sont fatigués parce qu'il n'y avait pas de suite. Il suffit seulement de suivre les archives de l'ONU, de l'ONU, tout à tous fait, les messages qu'ils envoient. Oui, tout à fait, Timothée. Charles Onana en parle, et encore une fois, lisez son livre. Il y a énormément de rapports tout à fait passionnants. Alors Charles Onana, effectivement, j'avais commencé à vous poser la question, et Timothée l'a comblé. Et alors, vous avez d'ailleurs répondu, encore une fois, il dit il faut semer la peur pour remplacer les populations qui fuient par d'autres populations. Mais d'un autre côté, alors ce que dit Timothée, Barack Obama aurait à un moment donné tapé du poing sur la table, ça se serait calmé. Est-ce qu'effectivement il n'y aurait pas, avec une réaction plus forte des Américains, est-ce qu'il y aurait, on pourrait calmer au moins les choses? Alors, Barack Obama avait dénoncé, mais c'était un démocrate. Et il y avait les soutiens démocrates de l'époque de Clinton au sein du gouvernement Obama, donc ça n'a pas vraiment changé. Et l'inquiétude est réellement venue lorsque M. Trump est arrivé au pouvoir aux États-Unis. Et là, effectivement, il ne voulait pas entendre parler des affaires des Clinton. Et ça a tellement inquiété Kagame qu'à un moment donné, il a commencé à faire profil bas. Donc, le problème... Oui, Trump, il s'est dit Trump va changer de politique. Mais bien entendu. Et donc, ils étaient tous inquiets, mais sauf que comme Trump a été battu aux élections, eh bien, les soutiens de Kagame sont revenus à la Maison-Blanche, notamment avec Susan Rice, qui était l'un des soutiens, je dirais, les plus fanatiques de Kagame en 94. Donc, il est évident que tant que la politique n'a pas changé aux États-Unis, Kagame a de beaux jours devant lui. C'est la triste réalité. Alors la question que je voulais poser, c'est un peu dans le prolongement, effectivement. Je me disais, ok, vous parlez de ça, on dit voilà, on dit, vous avez dit les Congolais 20 fois on s'est négocié, mais ça n'a rien arrêté. Mais attendez, le Congo, République démocratique du Congo, 4 fois la France. On est bien d'accord, 4 fois la France. Bon, il n'y a pas d'armée?
Il n'y a pas d'armée congolaise. Il n'y a pas de... Et alors les armées, ok, je veux bien que le Rwanda ait une armée, je veux bien que l'Ouganda ait une armée. Et l'armée congolaise, alors? Alors, ça, vous mettez le doigt sur le tabou. Le tabou, il ne faut pas parler de ça. Mais pourquoi il ne faut pas parler de ça? Parce qu'en réalité, en 2003-2004, l'Union européenne a financé une opération au Congo qu'on appelle le programme DDR. Et qu'est-ce que cela veut dire? Le programme DDR, c'est le programme démobilisation, désarmement, réintégration. Donc, il était question de prendre des milices armées qui s'aimaient la mort au Congo, de les mettre au sein de l'armée congolaise pour former les forces armées congolaises de la République démocratique du Congo. Et donc, vous aviez donc des officiers formés dans les académies militaires, l'Académie royale en Belgique, l'école militaire en France, etc. West Point ou ailleurs. Oui, etc. Ouais. Ces gens-là devaient cohabiter dans l'armée congolaise avec des parfaits criminels de guerre et des criminels contre l'humanité. C'est-à-dire des miliciens qui... C'est une initiative de l'Union européenne, ça? Mais absolument. Absolument. Vous comprenez pourquoi il y a l'omerta? Parce qu'il faut qu'on assume ce qu'on a fait. Donc, ce programme a été financé par l'Union européenne et par la Banque mondiale. Donc, c'était en quelle année? 2004. 2005. Et donc, vous avez eu, pendant toute cette période-là, ce programme-là... Il y avait des mercenaires ou des criminels de guerre ou des tueurs qui étaient mis avec l'armée... Mais pourquoi? Dans quel but? Alors, le but était de dire qu'on veut ramener la paix. Pourquoi l'Union européenne a fait ça? Parce que l'Union européenne voulait... Il y avait des élections en 2006. Au Congo. Oui. Et Joseph Kabila était candidat. Et donc, à l'époque, tout le monde soutenait plus ou moins Joseph Kabila au sein de l'Union européenne, je vais dire. Hein. Oui, et donc, les gens disaient, pour qu'il y ait la paix au Congo, le retour à des institutions à peu près normales, il faut en quelque sorte racheter ces gens de leurs crimes en les mettant au sein de l'armée congolaise. Et donc, l'armée congolaise a donc été a vu dans ses rangs venir des Rwandais, des Tutsis du Rwanda, des Tutsis du Burundi, des gens qui... Ah oui, pas seulement des Congolais. Ah non. Il fallait remettre tous ces miliciens qui venaient du Rwanda, du Burundi, donc qui étaient essentiellement d'ailleurs Tutsis, et qui sont rentrés dans l'armée congolaise. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, non seulement ils ont continué à massacrer les gens comme ils le faisaient en tant que miliciens au sein des FARDC, mais en plus de cela, là où il y avait des atrocités qui étaient commises, mais ils s'abstenaient d'intervenir. L'exemple le plus important, c'est par exemple celui de Laurent Nkunda, qui était connu, qui était quasiment, je dirais, courtisé par l'ensemble de l'Union, des gros fonctionnaires de l'Union européenne. Laurent Nkunda, qui était donc un chef militaire, un milicien originaire du Rwanda, mais qui disait qu'il était Tutsi congolais. Alors, sauf que j'ai retrouvé un rapport de la MONUC, de la mission des Nations Unies au Congo, qui, dans un rapport spécial, un rapport confidentiel de 10 pages, qui dit que M. Laurent Nkunda n'est pas congolais, il est rwandais. La preuve, c'est que M. Laurent Nkunda est retourné au Rwanda. Il est actuellement au Rwanda. Et donc, les Congolais se sont donc retrouvés dans leur armée avec des Tutsis congolais, des Tutsis rwandais, des Tutsis du Burundi. Et donc, depuis cette période-là, mais pas seulement au sein de l'armée, dans l'ensemble des services de sécurité. Mais plus grave encore, ça s'est répercuté au sommet de l'État. On a eu quelqu'un comme Azarias Ruberwa, qui était aussi chef d'une milice congolaise, qui disait lui-même être un Tutsi congolais, qui s'est retrouvé à être vice-président de la République, d'après des accords de Sun City, qui étaient des accords de paix en RDC, et qui, en même temps, n'a pas une seule fois condamné les attaques qui étaient faites par Laurent Nkunda et d'autres miliciens Tutsis. Donc on a vu beaucoup de Tutsis rentrer au sein de l'appareil d'État congolais et dans l'ensemble de l'appareil sécuritaire, les services de renseignement, l'armée, la police, donc, etc. Armée déchirée, armée infiltrée, minée. C'est comme si vous avez des Allemands, pour que les Français comprennent ce que ça veut dire, c'est comme si vous aviez des Allemands qui étaient rentrés dans l'armée française en 1940 et qui empêchaient des massacres sur le territoire français. Qui n'arrivait pas à empêcher des massacres sur le territoire français. C'est quand même hallucinant, mais c'est un livre en tout cas passionnant. Un livre, je veux dire, vraiment qui enseigne beaucoup de choses. Lisez-le. Lisez-le, Holocauste au Congo, Charles Onana. Beaucoup de choses encore à dire, mais on en reparlera bien sûr.
Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Charles Onana pour son livre Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale aux éditions L'Artilleur. Et après les informations, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.